Bienvenue de retour. Merci aux organisateurs de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à aider dans le comité scientifique et dans le déroulement de cette journée. La séance va s'organiser comme suit. Au lieu d'avoir des questions-réponses collectives à la fin de la séance, nous allons faire des questions-réponses d'une dizaine de minutes pour chaque orateur après son intervention. And the session will be bilingual because we have two presentations in English and one in French. Our first speaker is Marta Buszkowska. Is it? Is that how you pronounce it? Buszkowska. Okay. Yes. She's a Master of Science in Architecture at Poznan. Est à l'université de Poznan et maintenant doctorante à la même université, mais elle a eu aussi un passage d'1 an à la faculté d'architecture du Politecnico de Milano, à Milan. Elle a remporté plusieurs prix, y compris un prix pour un essai sur la théorie de l'architecture en 2015. En général, et vous allez comprendre, puisque vous allez l'entendre, son intérêt principal porte sur les voies transversales entre la science et l'architecture, et je lui laisse la parole. Eh bien, l'essence de l'histoire, c'est le catalogue des activités diverses de l'humanité. On mesure le passé pour mieux comprendre les mécanismes de notre comportement et simplement pour nous maintenir et notre monde en ordre. Quand nous commençons à apprendre à l'école, on nous présente divers instruments pour maintenir l'histoire en marche. Donc, depuis très tôt, nous sommes familiers avec le catalogage d'événements. Aujourd'hui, je voudrais en parler d'un. Mais dans un monde d'architecture, ce sera plutôt quelque chose de nouveau. En 1962, Thomas Samuel Cohn a présenté son idée d'un changement de paradigme, un changement fondamental dans les concepts fondamentaux et des pratiques d'une discipline scientifique. Et la théorie de l'évolution, de la révolution, qui a complètement changé notre perception de notre vision établie du monde. En fait, les disciplines scientifiques, sa théorie est fondée sur divers exemples du monde de la physique, de la chimie, de la biologie et des mathématiques. L'architecture ne faisait pas partie de ces sciences, mais nous pouvons tous être d'accord que l'architecture fait partie des deux, la science et des sciences humaines, qui mélangent la technologie avec l'art. Dans ma présentation brève, je voudrais présenter un survol des théories appliquées à l'architecture du XXe siècle, XXIe siècle. Et permettez-moi d'expliquer les fondamentaux. Un changement de paradigme, c'est le terme mis par les idées révolutionnaires qui décrit un changement profond dans un modèle fondamental des perceptions des événements. Voici une image que Cohn a utilisée pour démontrer ces idées. La façon dont un modèle, un changement de modèle pourrait causer à voir la même information dans une manière totalement différente. Regardez cet objet, on peut voir soit un canard ou un lapin. Eh oui. En bref, on peut dire que pour faire une révolution dans la science, il faut d'abord identifier l'anormal qui sous-tend la réalité et ensuite examiner les problèmes pour tenter de trouver une solution et dans l'étape finale de créer un nouveau modèle, un nouveau paradigme pour un autre ensemble de faits. Donc, lorsque des anormalités, des anomalies significatives se sont produites, la discipline scientifique est dans un système de crise. Pendant cette crise, de nouvelles idées qui ont été écartées précédemment sont reprises en compte et éventuellement un nouveau paradigme est formé avec ces nouveaux partisans et accompagné d'une bataille intellectuelle entre les partisans du nouveau paradigme et les tenants de l'ancien.
Einstein a parlé des crises comme il est dit. C'est comme si le sol avait été retiré sous les pieds de quelqu'un, sans aucune fondation qui puisse être vue nulle part. Regardons les anormalités observées au XXe siècle, avec des effondrements de terrain sous les pieds des gens. La première est relativement facile à définir. En 1882, le baron physicien Robert Koch a identifié la tuberculose comme maladie contagieuse qui était démontré que des mauvaises conditions d'habitation, la malnutrition, le surpeuplement et l'alcoolisme favorisaient son développement. Le problème de l'espace vital semblait être une des réponses à la cause de l'état de santé des mauvais lieux d'habitation. Un manque d'accès à la lumière, un manque d'accès à l'air est présenté très certainement comme une anormalité architecturale qui était à la base de cette crise de santé publique. À côté de ces anormalités, il y avait des origines en dehors du monde de l'architecture. Tout d'abord, c'était la migration massive de gens au début de l'industrialisation du monde rural vers le monde urbain. Et au XXe siècle, après 2 guerres mondiales, où un environnement urbain a été complètement changé. Imaginez New York, 1894. La commission du logement a décidé qu'il y avait des problèmes d'habitation à une échelle massive, mesurée par exemple des bâtiments où il y avait 600 appartements dans un tout petit espace avec près de 3000 locataires, mais pas un seul lavabo, où 340 pièces n'avaient aucune ventilation. En résumé, le rapport disait que le quartier de New York était un endroit où des milliers de personnes vivaient dans l'espace le minimal possible où un être humain pouvait exister, sans ventilation, dans l'obscurité, et une grande partie ne voyait jamais ni l'air ni la lumière. C'était un épicentre de maladies et de crimes. Et New York n'était pas une exception. Toutes les grandes villes de l'Europe ont dû faire face aux plaies de la surpopulation. Paris, Londres et d'autres villes voyaient leurs conditions de vie se détériorer. Le problème de l'hygiène pouvait être qualifié comme la première crise. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, un très grand nombre de personnes affectées par la tuberculose dans des échelles extraordinaires qui pourraient être comparables aux épidémies ou aux pandémies en Afrique. Alors, quelle était la réponse à ces crises? Une aversion à la saleté a donné naissance à des grands changements dans la perception de l'espace, pas simplement dans les grandes villes, mais à toute échelle possible, depuis l'urbanisation, et jusqu'à la construction des bâtiments. Les architectes modernistes devaient concevoir le nouvel ordre. Et ils se sont nommés eux-mêmes les nettoyeurs de la moralité, changeant l'esthétique des bâtiments. Une réponse à la question, c'était la pureté, la fraîcheur et l'ordre, à commencer par l'échelle et les composants de l'architecture, comme la forme et la fonction. La conception qui était mise en place était claire. La géométrie contre des formes trop complexes qui étaient retrouvées autrefois dans l'histoire de l'architecture. La ville a été mise face à une idée révolutionnaire de ce qu'était la pureté du système fonctionnel, reposant sur la séparation des zones de circulation des zones de résidence. Les résidents étaient éloignés de la saleté de la rue et du bruit de la rue et pouvaient vivre entourés d'espaces verts. Une vie hygiénique d'un nouvel humain a été mise en avant
des bâtiments isolés qui permettaient la circulation d'air et de lumière, des plans basés sur des règles strictes de géométrie, et la forme des bâtiments ont permis de régler la circulation de l'air et de la lumière. La révolution il était impératif de s'éloigner de la tradition et avec les arrangements faits avec les modèles précédents. On parlait de taille chirurgique entre le passé et le temps nouveau. On ne parlait pas de se couper de l'histoire de l'architecture et de la culture de milliers d'années. L'idée était de se séparer des anciennes façons de penser et de voir comme dans une photo, comme dans l'image précédemment, voir le lapin plutôt que le canard. Cette nouvelle pensée couvrait des nouveaux pans de réflexion et en captura de nouveaux. Mais c'était l'architecture qu'il fallait concevoir, avec des nouvelles échelles, des nouveaux composants qui n'étaient pas portés à l'attention des architectes précédemment. Et le terme d'architecture exclusive, c'était quelque chose d'égalitaire. Il voulait encourager les architectes à faire des conceptions nouvelles de nouveaux bâtiments. Du premier manifeste, en 1918, on lit « Il y a une ancienne conscience et une nouvelle conscience des temps, toutes dirigées vers l'individu, vers un nouvel homme universel. » Dans ce laboratoire, de cette manière-là, l'histoire de l'architecture s'est ouverte à un nouveau chapitre, la conception de maisons simples, qui depuis est devenue un laboratoire pour introduire les idées de modernité dans la vie. Et dans les années 20, l'ambition de construire pour tout citoyen un toit au-dessus de sa tête a été utilisée comme un outil pour défaire les vieilles habitudes, avec beaucoup de nouvelles garanties fournies qui lui fournissaient tous les biens apportés par la modernité, comme une sorte de parapluie pour le protéger. Il y avait des pertes, tout comme des gains dans cette révolution scientifique. Et les scientifiques sont assez aveugles aux pertes et aux mauvais côtés. Le postmodernisme était quelque chose d'autre, de nouveau, qui a été initié comme un effet contre les erreurs du modernisme. Ces erreurs se sont produites après la Seconde Guerre mondiale. Au lieu d'ajouter de façon souple le nouveau modèle architectural, il a été utilisé comme un modèle, tout simplement, sans se rendre compte qu'il n'était plus à la mode. Il y a eu beaucoup de charges, beaucoup d'attaques contre le modernisme, qui peuvent être réduites à deux choses très importantes. Tout d'abord, une vision unique du monde, personnifiée par un narratif maître et la négation de la continuité historique dans le développement de l'architecture. John Jacobs, dans l'architecture de la ville américaine, a soulevé des questions semblables. Tout d'abord, ils étaient tous les deux d'accord sur l'homogénéité des formes et des fonctions des villes, était néfaste sur le plan esthétique et sur le plan social. Une vision unitaire du monde créait un monde triste qui avait un impact négatif sur la société grâce à la désintégration des relations et l'augmentation des crimes. Jacob a écrit « Les cités sont comme un laboratoire des tentatives et des échecs. La construction et l'urbanisation, c'est un laboratoire dans lequel l'urbanisation aurait dû apprendre et tester ses théories. Au lieu de cela, les praticiens et les enseignants ont ignoré les études de réussite et d'échec sans aucune curiosité pour les raisons de succès et sans curiosité pour les raisons d'échec. La lutte contre la tuberculose a créé des villes imaginaires sans aucun lien avec les villes réelles. Il fallait créer un nouvel homme avec des nouveaux outils donnés par la technologie. Mais un manque de réaction de l'environnement architectural s'est produit. Aucune correction apportée à l'ancien modèle.
L'éveil des résidences urbaines était en fait le signal que l'expérience était une réussite. L'homme a été purifié, on lui a inculqué une nouvelle façon de vivre et de penser. Mais à cette étape-là, il y a eu une nouvelle question qui devait être résolue et les architectes n'ont rien eu à offrir. Donc il y a eu une recherche pour une réponse à cette crise dans l'architecture moderne et tel que l'a dit le postmodernisme. Il semblait qu'en dépit des attaques sur les prédécesseurs et leur admiration des styles historiques, les concepteurs responsables des nouveaux bâtiments étaient incapables de se retirer ou de faire quelque chose d'autre que l'antimodernisme. En Europe et aux États-Unis, dans les années 70, ne s'est produit qu'au niveau du style. La recherche pour une nouvelle théorie s'est montrée plus difficile que prévu. Et les styles modernes étaient véritablement un piège historiographique. Les sources de changement ont été recherchées en dehors du monde de l'architecture. Des nouvelles directions, la déconstruction et le post-structuralisme. Toutefois, après un certain temps, ces voies-là étaient en fait sans fondement. Et donc, il a fallu redéfinir le postmodernisme. C'est l'architecture et en même temps qui se distinguait, mais qui suivait la modernité. Le terme postmodernisme en architecture est en même temps a été introduit plutôt dans le monde de l'architecture par Jenks. Il a annoncé la défaite du mouvement moderniste qui définissait exactement sa fin. Comme Jenks l'a défini au début, au postmodernisme, il ne pouvait pas donner une définition stricte du mouvement lui-même. Il est maintenant très confus. Le postmodernisme est en même temps un rejet du modernisme et un désir passionné d'en être encore plus moderne, une ambivalence de sentiments qui est présente dans les deux termes, dans post et modernisme, indiquant en même temps une rupture et une référence à la modernité. Une vision totale moderne remplacée par un dialogue. Le postmodernisme veut faire une rédemption du passé entre ce qui est neuf et l'éclectisme universel, au sein duquel il y aura une réconciliation de l'un et de l'autre, toutes les époques et tous les styles ensemble. Mais en fait, la dictature du modernisme transformée en idéologie totalitaire. Il y a beaucoup de choses qui font partie du nouveau paradigme. Son héritage stylistique est énorme. Aujourd'hui, il y a un nouveau spectre d'application. Une révolution attendue ne s'est pas produite. Même aujourd'hui, les historiens tentent de résumer les courants principaux du postmodernisme en nouvelles étapes. Ça s'appelle maintenant le postmodernisme ou métamodernisme. Kuhn écrit « Aucune théorie ne résout jamais tous les problèmes auxquels on est confronté dans un temps donné, et les solutions ne sont pas atteintes et ne sont jamais parfaites. Mais il y a des symptômes de révolution. Au début du XXIe siècle, tout a commencé par la ville et de ces conditions anormales. Aujourd'hui, un siècle plus tard, on peut observer la même direction du changement à venir. La ville et ses conditions de vie, la ville et ses relations avec l'environnement. Avant, c'était les gens qui souffraient des villes. Aujourd'hui, c'est l'environnement qui souffre des hommes et du comportement des hommes. Parce que les données sont sans pitié. 54% de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Une proportion qui va s'accroître jusqu'à 66%. Les projections montrent que l'urbanisation, avec la croissance de la population mondiale, pourrait ajouter 2,5 milliards d'individus d'ici 2050. Selon un rapport des Nations Unies, en 1990, il y avait 10 mégapoles avec 10 millions d'habitants ou plus. Aujourd'hui, il y en a 28 mégapoles à travers le monde
453 millions d'habitants, 10% des populations urbaines. Nous sommes à une nouvelle crise. Gérer des zones urbaines, c'est devenu un des défis les plus importants du XXIe siècle. Notre réussite, notre échec à construire des villes durables aura beaucoup à dire sur l'avenir de l'homme. Des villes durables sont véritablement un défi pour la nouvelle architecture. Le processus est en formation, mais c'est inévitable. La révolution de la vision de la ville est en cours. Elle dépend de nous-mêmes, si nous pouvons la faire et si nous pouvons la transformer en un nouveau modèle paradigmatique. Merci. J'ai une question liée au fait que tout au long de l'histoire, je crois que les principales révolutions architecturales ont été associées à des problèmes techniques, à la technologie, au changement de matériaux, au changement de technologie qui produisent un nouveau langage architectural. C'est ça qui fait la révolution. La technique de la pierre, puis le béton qui a été découvert, qui a mené un nouveau langage. Et ma question c'est, par le passé, ces révolutions qui, entre autres, ne se produisent pas tellement souvent. Il y a eu au cours des siècles 2 ou 3 révolutions, mais peut-être pas des révolutions, mais des évolutions. Et par le passé, c'était des techniques qui changeaient. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, il y aura différents facteurs qui vont produire les révolutions à venir, pas simplement des problèmes techniques? Et les révolutions sont profondes, pas simplement l'architecture qui court après la mode du jour. Ce n'est pas une question, mais c'est un bon sujet de réflexion. Je n'ai pas fait de recherche sur l'intégralité de l'histoire de l'architecture, mais en fait, la théorie de Kunst porte sur la science. Donc j'ai choisi la période du modernisme parce que pour moi, cela représente la science plus que tout autre domaine. Et la façon de Kunst d'analyser l'histoire est pour moi quelque chose qui nous permet de le considérer du bas vers le haut, n'est-ce pas, de façon extrêmement objective, non pas comme mes étudiants avaient l'habitude de faire sur le modernisme. Ils le considèrent avec, comment dire, avec des émotions, avec les émotions du XXIe siècle. Et pour la deuxième partie de votre question, je ne sais pas vraiment. J'espère que non. J'espère que ce ne sera pas, que tout ne porte pas sur la technologie. Parce que ça concentrerait l'architecture simplement comme une science. Et ce n'est pas simplement une science. C'est aussi quelque chose qui tient plus à l'esthétique et à l'émotion. Mais je ne sais pas vraiment que vous répondre. J'espère que ce ne sera pas simplement un point technologique. J'ai promis à Martha avant la session que je serais gentil. Elle m'a demandé d'être gentil, alors je vais être gentil. Mais j'ai une réserve sur votre analogie entre la science et l'architecture. Je pense que la façon dont vous le présentez maintenant n'est pas véritablement au sujet tellement de la connaissance de l'architecture,
et les anormalités qui émergent dans la pensée ou dans le savoir architectural et qui provoquent une crise de ce genre, comme dans Kuhn. Parce que l'exemple que vous donnez, une révolution hygiéniste à la fin du XIXe siècle, n'est pas à proprement parler comme s'il y avait un paradigme existant qui serait en faveur de la saleté et de la surpopulation. Ce n'est pas l'état des architectes de l'époque. Il y a un paradigme que l'on peut identifier qui peut être critiqué et retourné ou inversé par Le Corbusier et autres. Mais ce n'est pas comme s'il y avait des gens précédemment qui étaient en faveur de la tuberculose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'analogie entre une révolution, un changement de paradigme dans la pensée architecturale et celui que Kuhn identifie dans la pensée scientifique, vous n'avez pas établi cette comparaison finalement. Donc si vous voulez continuer dans cette vision-là, il faudrait vraiment considérer les paradigmes architecturaux en tant que tels, en tentant de les identifier et d'aller jusqu'au bout de cette analogie. Voilà ce que je pense. Ça serait peut-être mieux, ça serait intéressant de parler des circonstances historiques qui sont très intéressantes, mais l'histoire socio-historique, l'histoire de la médecine publique en contexte, parce que c'est des choses importantes pour l'émergence du modernisme. Mais il faut identifier ce qui est interne à la pensée architecturale, qui a été inversée ou renversée, si vous voulez étudier ce point de vue-là particulier. L'autre point, ce serait de regarder quelles sont les critiques portées contre Kuhn, parce que Kuhn a été véritablement attaqué par les historiens de la science depuis la publication de son livre. Donc ça vaut la peine de jeter un œil avant de le prendre en compte, comme dire « Ah ouais, d'accord, j'aime bien cette veste parce qu'elle me plaît, je vais la porter », parce qu'il y a véritablement des critiques portées contre Kuhn. Merci. J'ai le plaisir de vous présenter une grecque francophone qui fait un doctorat à cheval entre Paris-Ouest et Athènes. Est-ce que c'est une co-tutelle? Oui, Mariana? Oui, c'est ça. Donc, c'est une thèse en co-tutelle entre Paris-Ouest et l'École nationale technique d'Athènes. Sa thèse s'intitule « Relation de l'interprétation avec la conception formelle en architecture, l'exemple de l'apport de la French Theory à la théorie architecturale contemporaine ». Elle a déjà publié, fait des catalogues d'expositions, etc. Et aujourd'hui, elle va nous parler notamment... on va avoir du Guattari dans la session maintenant, parce que ici est aussi le papier suivant, mais aussi Sloterdijk concernant une écosophie des pratiques architecturales et urbaines. Et je lui passe la parole sans tarder. Mariana? Bonjour. Cette communication vise à revisiter les constructions philosophiques vis-à-vis de l'écologie politique de Félix Guattari, Bernard Stiegler, Isabelle Stengers et Bruno Latour pour interroger les modes de transmission du savoir et l'articulation entre les dimensions esthétiques, politiques, techniques, éthiques et écologiques en architecture et en urbanisme. Il s'agira aussi de réunir les démarches de ces penseurs pour problématiser le passage à l'acte, la praxis, des pratiques architecturales et urbaines et l'impact de l'industrialisation du geste sur les modes d'énonciation architecturale. La crise écologique renvoie à une crise plus générale du social, du politique et de l'existentiel. La jonction conceptuelle entre l'environnemental, le social et le mental permet d'adopter une vision transversaliste de l'écologie politique. Guattari définit comme écosophie l'articulation éthico-politique entre les trois registres écologique,
celui de l'environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine. L'intention de capturer dans ce tenant cette nature tripartite de l'écologie reflète le caractère éthico-politique de l'écosophie guattarienne. Guattari imaginait une écosophie de type nouveau, à la fois pratique et spéculative, éthico-politique et esthétique. Dans son texte Pratique écosophique et restauration de la cité subjective, dans la définition suivante, une telle concaténation de l'écologie environnementale, de l'écologie scientifique, de l'écologie économique, de l'écologie urbaine et des écologies sociales et mentales, je l'ai baptisé écosophie. L'objet écosophique, tel que Guattari le conçoit, est articulé selon 4 dimensions, celles de flux, de machines, de valeurs et de territoires existentiels. Guattari entend les pratiques écosophiques comme une ouverture attentive aux mutations politiques, philosophiques, économiques et techniques. Il remet en question les rapports entre la biosphère, la technosphère et la noosphère. Son écologie politique qui fonctionne comme un nouveau paradigme qui est à la fois esthétique, politique et écologique, est très utile pour problématiser les rapports entre les pratiques architecturales et urbaines et l'écologie. La pratique écosophique se construit sur des propos, des actions et des projets d'analyse et d'intervention dans le réel. Une telle démarche qui vise à réinventer les relations entre l'homme et l'espace est liée à une remise en question des modes de représentation et de construction en architecture et en urbanisme. L'architecture, en tant qu'œuvre humaine, constitue une production sémiotique de subjectivation. Guattari, dans son ouvrage Cartographie schizoanalytique, où il aborde le sujet de l'énonciation architecturale, note que la forme architecturale n'est pas appelée à fonctionner comme gestalt, clôturée sur elle-même, mais comme opérateur catalytique déclenchant des réactions en chaîne au sein des modes de sémiotisation qui nous font sortir de nous-mêmes et nous ouvrent des champs inédits du possible. La façon dont Guattari fait usage du terme énonciation ne se fait pas exclusivement au langage. Pour lui, l'énonciation architecturale engage des composantes diachroniques discursives tout en impliquant une prise de consistance et de dimension existentielle synchronique. Suivant la pensée de Guattari, on pourrait dire que ce qui se met en question quand un nouveau mode de concevoir la représentation et la construction du bâti s'invente, c'est de savoir comment cette œuvre architecturale contribue à la mutation des modes de production d'énonciation. Maintenant, je vais parler de Stigler. L'aspect de la pensée de Bernard Stiegler qui m'intéresse davantage est l'idée de penser et agir en relation avec. Sa vision du passage à l'acte s'exprime à travers l'Arche industrialiste dont il est fondateur et président et qui se veut une association internationale pour une politique de technologie de l'esprit. La technologie de l'esprit à laquelle Bernard Stiegler fait appel, c'est une question de réarticulation entre l'individuation psychique, l'individuation collective et l'individuation technique. Sa thèse soutenant que la question esthétique, la question politique et la question industrielle n'en font qu'une, ouvre des pistes fécondes pour les pratiques architecturales et urbaines. La distinction qu'il introduit entre la nature subsistentielle et la nature existentielle de l'écologie pourrait susciter une pensée architecturale écologique qui dénoncerait les aspects technocratiques des tendances écologiques au plein essor aujourd'hui. Je me réfère au positionnement suivant. La véritable question de l'écologie n'est pas celle de l'énergie de subsistance, épuisement des ressources fossiles, mais celle de l'énergie d'existence, épuisement de l'énergie libidinale.
Cette distinction nous permet d'échapper à la vision technoscientifique du problème écologique. Les questions que Stigler aborde dans la société automatique se focalisent sur les enjeux de l'automatisation intégrale et généralisée qui se déploie avec le numérique. La problématique qu'il y développe est utile pour revisiter le concept de l'espace public ainsi que pour restituer l'impact du numérique sur sa consommation. Je voudrais mettre un accent particulier sur l'apport éventuel à la réflexion architecturale de la problématique de Stigler concernant l'impact de l'industrialisation sur la conception de l'espace public. Son analyse de l'industrialisation du geste pourrait nous aider à interpréter les modes de conception et de fabrication en architecture fondés sur l'usage des algorithmes et des logiciels informatiques spécialisés. Stigler essaie d'accéder aux subtilités des processus de l'industrialisation du geste en les comprenant comme des épisodes d'une guerre pour la conquête et le contrôle des processus de symbolisation. Stigler soutient que les objets techniques en tant que support de la mémoire, des faits et des gestes des générations antérieures de l'humain permettent la transmission de l'expérience individuelle de génération en génération. Pour lui, l'humain est une forme de vie constituée par trois mémoires, la génétique, l'épigénétique et l'épiphylogénétique. Selon Stigler, l'individu se développe à partir de ces trois mémoires. La mémoire génétique ou spécifique constitue la mémoire de l'espèce qui transmet les structures anthropologiques de l'inconscient. La mémoire épigénétique ou nerveuse se réfère à la mémoire de l'individu. La spécificité de ce type de mémoire est le fait qu'elle est le produit de l'expérience individuelle. Stigler mobilise le concept de mémoire épiphylogénétique ou technologique pour désigner l'apparition d'un nouveau rapport entre l'organisme et son milieu, qui est aussi un nouvel état de la matière. Il élabore le concept d'épiphylogénèse pour tenter de penser l'emboîtement d'individuation psychique et collective. Nous pourrions soutenir qu'il s'agit de la constitution du psychique dans le collectif et non d'une constitution du collectif par agglomération de psychisme. L'idée qui se situe au cœur du concept de mémoire épiphylogénétique est que la mémoire humaine est indissociable de la technique. L'homme et la technique sont compris comme inséparables. Pour emprunter les mots de Stigler, l'homme s'invente dans la technique et la technique s'invente dans l'homme. La spécificité qui caractérise la mémoire épiphylogénétique est le fait qu'elle constitue à la fois le produit de l'expérience individuelle et un véritable phylum culturel intergénérationnel. Stigler soutient que le diachronique passe par le synchronique, ainsi que l'histoire de l'humanité est constituée par des systèmes techniques successifs. La réflexion autour du problème de l'accumulation du savoir est au centre de ses préoccupations. Il définit comme culture la possibilité de transmettre l'expérience individuelle qui rend possible le processus d'extériorisation et la capacité d'hériter collectivement de l'expérience de nos ancêtres. Au cœur du concept de mémoire épiphylogénétique se situe l'idée que la technique fonctionne à la fois comme trace et héritage, tout en articulant individualité psychique et individualité collective. Selon Stigler, la vie conserve et accumule les événements épigénétiques. Stigler se réfère à une sorte de conservation qui détermine tous les rapports au milieu. Cette procédure de conservation s'accompagne par un processus de sélection de mutation. Suivant Stigler, nous pourrions soutenir que la mémoire technique rend possible
cette transmission et cet héritage du savoir qui détermine le genre humain. Pour lui, savoir, c'est formuler son savoir sous une forme abrégée qui les rend à la fois transmissibles et manipulables. Quelles sont les implications d'une telle conception du rôle des objets techniques pour la transmission du savoir et de l'expérience pour les pratiques architecturales et urbaines? Si nous adoptions la conception de l'expérience, de la mémoire, de l'humain et du savoir de Stigler, de quelle façon est-ce que nous pourrions interpréter les processus de transmission et de manipulation du savoir concernant les modes d'habitation? L'architecture, en tant que milieu artefactuel accumulant, pourrait être examinée dans une perspective processuelle d'accumulation de savoir. L'épistémologie de l'architecture est caractérisée par une mémoire matérielle qui n'est ni génétique ni épigénétique. Pour cette raison, le concept de mémoire épiphylogénétique est très fécond pour revisiter la technicité et le processus d'apprentissage en architecture. Si on tenterait de comprendre comment le processus d'extériorisation s'exprime à travers l'architecture, on devrait essayer de discerner les traces d'une mémoire extériorisée. Pour ce faire, nous devrions capturer le temps spatialisé de l'architecture. Ce qui m'intéresse ici, car je trouve qu'il peut apporter des utiles pour une nouvelle compréhension de la production architecturale et urbaine, est le fait que le concept d'épiphylogénèse implique aussi un nouvel état de la matière. En d'autres mots, le concept d'épiphylogénèse implique que nous ne pouvons pas parler des objets architecturaux comme des simples amas de matière inerte qui seraient mis en forme de l'extérieur par une volonté fabricatrice et organisatrice. Et maintenant, je vais vous parler d'Isabelle Stengers. Isabelle Stengers donne réinventer la ville, le choix de la complexité, revisite le contraste entre le concept de complexe et celui de compliqué. Pour ce faire, elle mobilise la distinction bergsonienne entre le tout fait et le se faisant. Pour elle, le terme compliqué désigne ce qui se laisse décomposer ou analyser sur un mode tel que le fonctionnement d'ensemble de l'entité apparaisse comme la somme des parties fonctionnelles. Elle soutient que la vie humaine peut être compliquée, mais non pas complexe, grâce au fait qu'elle répond à la longue série de conventions. Parmi les questions qu'elle aborde, celle qui m'intéresse davantage est le dilemme entre la perpétuation de la conception idéale de la ville et l'acceptation de son caractère conflictuel. À ce sujet, elle écrit « Il ne s'agit pas de science ni d'utopie, mais de choix. Maintenir l'idéal d'une ville homogène, lisible de l'extérieur, compliquée et fonctionnelle, ou risquer une ville qui apprend, c'est-à-dire aussi une ville brouillonne, conflictuelle, incertaine, pleine de palabres et de négociations, et donc relativement opaque par rapport à l'extérieur. Elle propose comme réponse à ce dilemme l'appréhension en situation et non pas à propos de la situation. L'approche de Stengers se distingue d'une appréhension purement formaliste de la complexité. Le concept de complexité peut contribuer à une compréhension non formaliste de la transmission de l'expérience, des modes de concevoir, construire et habiter le bâti. Stengers mobilise le terme cosmopolitique pour désigner l'intégration de la question d'une écologie des pratiques qui fasse exister ensemble nos cités où s'invente la politique et ces autres lieux où la question de la clôture et de la transmission s'est inventée d'autres solutions. Considérer les pratiques architecturales et urbaines à partir de la notion de cosmopolitique, telle que Stengers l'entend, implique d'élaborer une nouvelle fabrique du sensible pour revisiter les rapports entre la subjectivité individuelle et la subjectivité collective. Cette réinvention de la fabrique du sensible
s'accompagne par une conception des dispositifs de représentation et de construction en architecture comme composante de la production des subjectivités individuelles et collectives et de ses rapports. Dans une telle perspective, la subjectivité est conçue comme le lieu d'une production matérielle et immatérielle, et le domaine industriel et celui de la sensibilité soient appréhendés ensemble, en relation. L'approche éco-écologique de Singers prolonge l'approche de l'écologie politique de Bruno Latour. Ces deux penseurs s'opposent à la conception de la nature comme simple externalité ou objectivité exploitable. Ils soutiennent que la conception moderne scientifique de la nature comme externalité non humaine, apolitique ou amorale fuit aujourd'hui de partout. Bruno Latour s'attaque au projet de l'écologie politique en soutenant que ce qui s'appelle l'écologie politique ne concerne que l'assujettissement de la vie politique à la nature. La thèse centrale qu'il développe dans son ouvrage Politique de la nature est que puisque l'écologie politique porte sur la nature dans ses liens avec la société, il convient tout d'abord, pour la refonder, d'étudier comment la production scientifique a forgé la connaissance de la nature. Et les approches que je vous ai présentées vis-à-vis de l'écologie politique offrent à la pensée architecturale et urbaine des outils qui dépassent les dichotomies entre la dimension synchronique et diachronique, l'homme et la technique, l'homme et la nature, l'éthique et l'esthétique, l'individuel et le collectif, etc. Elle pourrait nous aider à répondre aux questions suivantes. Comment les mutations du regard porté sur la nature s'expriment-elles à travers les mutations des approches biomimétiques? La relation entre l'architecture standardisée et le biomimétisme est oppositionnelle ou pas? Le biomimétisme, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'intéresse plutôt au processus et non pas à l'imitation de la nature, qui est fondée sur son observation formelle. La démarche biomimétique sert à s'inspirer de la nature pour inventer des solutions écologiques et développer de nouvelles interactions entre l'homme et ses environnements. Elle peut s'appliquer au niveau de la forme et au niveau des matériaux. La nature peut être comprise comme modèle, étalon ou maître. Si on comprend ces deux démarches, c'est-à-dire celle de la standardisation en architecture et celle du biomimétisme, comme agencement collectif d'énonciation, au sens où Deleuze et Guattari élaborent ces concepts dans 1000 plateaux, on doit mettre l'accent sur le fait qu'un agencement, dans sa multiplicité, opère à la fois sur des flux sémiotiques, matériels et sociaux. Une telle conception des pratiques architecturales et urbaines implique que l'architecte et l'urbaniste doivent prendre en compte tout à la fois leurs responsabilités esthétiques, éthiques et politiques. Je vous remercie. And now we're going on to the two Giuseppes. On continue par les deux Giuseppe. Giuseppe Tuputi and Giuseppe Resta. Giuseppe Tuputi et Resta, Université de Bari, ce sont des doctorants dans le programme d'Éric Non, ils ne sont pas tous les deux dans la même fac. Si, ils sont. Ouais. Oui, non. Bon, désolé. Je vous jure que j'ai lu ce texte précédemment, mais voilà. Vous êtes assistant à Bari. Il y a un consortium. Ouais. C'est Rome et Bari. B-A-R-I. J'étais pas à l'aise avec ça. Je voulais savoir d'où vous étiez. Tous les deux ont publié ou pratiqué en tant qu'architecte, ont écrit sur l'architecture, ont publié sur l'architecture et ont reçu des prix pour leurs travaux conceptuels. Excellent exemple
de cet aller-retour entre la théorie et la pratique. Aller et retour. Et voilà, sans m'étendre plus, je vais leur laisser le micro. Est-ce que l'architecture peut accroître la conscience de l'homme en relation avec la nature et soi-même? L'état actuel est caractérisé par plusieurs points de confusion et d'incertitude. L'homme semble être perdu. Il ne comprend plus la nature dans le monde dans lequel il est. Il a perdu la capacité de gérer harmonieusement sa relation avec soi-même. Il a perdu la capacité d'interpréter sa propre diversité. Aujourd'hui, dû au pouvoir du capital, et la société a remplacé les objectifs par les moyens. Les mécanismes d'interaction sont transformés et les progrès scientifiques est entièrement au service de la production et donc du capitalisme. Les mass médias, trop de bombardements, de propagande, l'élite capitaliste, les forces économiques ouvrent un fossé dans l'inconscience de l'homme anesthésié, aveuglé par la lumière de la métropole. Il peut introduire un sabotage dans le désir réel que chaque homme doit interpréter pour s'autodéterminer. Deleuze et Guattari œuvraient contre ce mécanisme qui torpillait l'intégrité de la conscience humaine et tentait de le mettre au service de l'économie capitaliste. Ils disent que l'utilisation de la mécanique de production est introduite dans la mécanique du désir. Tout comme les biens de consommation sont produits, l'homme est produit également. La conscience individuelle repose sur la machine capitaliste de production et remplace un désir par un autre. L'homme est de plus en plus semblable à la machine depuis qu'il s'insère lui-même dans le cycle de la production-consommation. Il produit la production. L'inconsciente puissance du désir remplacée par un substitut. Le contrôle du désir, le contrôle de l'homme lui-même est une opération qui est faite en conscience. C'est une opération qui implique autant la sphère individuelle que la sphère sociale. Elle empêche l'homme de penser son lien avec l'univers, avec sa condition, avec la complexité de l'existence et empêche la communauté de développer un sens de liaison. Des hommes apathiques sont tirés d'un désir vers l'autre et vers des destins inconnus. Comment l'homme peut-il être libre et comprendre se comprendre? Comment pouvons-nous organiser un nouveau type de société qui est construite par une communauté de gens parfaitement conscients, hommes et de femmes capables d'établir leur propre avenir? Comment pouvons-nous organiser une solution humaine qui améliorerait la condition humaine? Nous chercherons les façons par lesquelles l'existence humaine puisse être en harmonie avec l'ordre de l'univers. Nous allons prendre en compte la relation avec la nature et le monde, l'art et la philosophie. L'homme a une prédisposition à la transcendance.
une relation entre l'homme et les parties primordiales de l'univers. L'architecture est un instrument qu'on utilise pour parler avec le monde de la nature. Quand Benjamin l'a dit, l'architecture est un média comme la photo, le cinéma, la télé, et il fonctionne dans le même cadre. Donc la seule chose, c'est perpétuer la résistance, interpréter notre présence au monde, basée sur la reconnaissance de cette beauté, peut être utile à l'être humain. L'espace humain et l'espace public doivent être construits en relation avec la nature, avec des paysages ouverts, des espaces de contemplation qui encouragent l'esprit à s'étendre, à regarder le ciel étoilé et à l'intérieur de soi-même, retrouver l'écho. Nietzsche, dans son livre « Le gai savoir », a annoncé prophétiquement que dans nos grandes villes, l'endroit de réflexion qui se réduirait où la sensibilité plus raffinée évitera même aux prêtres de prier à haute voix. Et finalement, il a dit, nous voulons que nous soyons nous-mêmes traduits en pierre et en plantes. Nous voulons être nous-mêmes placés dans ces portiques. L'endroit où nous vivons devrait être interprété tous les caractères du lieu. La sinuosité des rivières, la capacité offerte par le plateau d'ouvrir des paysages. Le nom de notre discipline devrait reconnaître ces valeurs, devrait construire un espace public capable d'évoquer des émotions positives dans l'esprit et dans l'âme de l'homme. Sensibilité pour encourager la pensée rationnelle, accroître les espaces pour les individus, vivre sa relation avec le cosmos et lui-même, des espaces de contemplation. Le mot contemplation vient du latin contemplare, observer, marquer un espace d'observation. Depuis que l'acte de voir est lié avec la définition de l'espace, on va explorer quelques exemples d'espaces publics où l'expérience contemplative du paysage médié par l'architecture. En fait, ces endroits sont construits pour des individus plutôt que pour des masses. Comment l'espace s'adapte à la nature? Comment la forme de l'architecture comprend la forme du sol? Nous avons plusieurs références historiques où l'existence finalement sera transcendée par où les œuvres de l'homme se mélangeront aux œuvres de la nature. La route ascendante, d'une façon paradoxale, d'être vers les panoramas les plus élevés. Mais les portiques se tournent vers l'intérieur. Seul exemple, c'est le théâtre grec, comme les oppidums, où la forme des plateformes géographiques forme le cône et utilise la scène naturelle pour voir exactement comme cette scène qui utilise le sol pour regarder vers la vallée. Ces points sont emblématiques pour la qualité de l'environnement.
Peine del Viento par Eduardo Chillida à Saint-Sébastien, ces sculpteurs espagnols, a travaillé sur les matériaux métalliques et la pierre, mettre en place les éléments de la nature et la ligne de l'horizon. La première idée était de construire une sculpture et Chillida a changé d'avis et dessiné et conçu 3 éléments parce que la nature est beaucoup plus importante que les sculptures elles-mêmes. Les sculptures achèvent la temporalité puisque les 3 rochers ont été séparés récemment et la vision de l'humain peut voir ce qui était précédemment lié, lire donc à la fois le passé, le présent et l'avenir. Ce que nous avons en commun, a dit Luz Chillida, cet endroit a besoin d'être apprécié et il a donné la priorité à ce qui existait déjà sur place. La valeur ultime de l'expérience contemporaine, exalter des conditions de beauté que l'on puisse expérimenter, que tout un chacun pourrait expérimenter. Le site devient l'endroit, la vision devient l'endroit. Deuxième exemple, Torres de Satellite, à Mexico, 5 tours, sculptent un espace qui est un monument à la ville, marquant l'entrée nord à Mexico. Chaque tour a une hauteur et une couleur différentes, mais est conçu sur l'expérience visuelle. En venant du nord, c'est une élévation rectangulaire, comme si c'était une ville américaine. Mais quand on regarde de la ville vers la banlieue, ces lignes sont des lignes aiguës. Le complexe a été érigé en 1957 comme la nouvelle marque d'un quartier de résidence. L'utilisation de Barragán de matériaux crus, de lumière et de couleurs a symbolisé la Nouvelle-Mexico. Les rayures horizontales représentent plus que la construction sans échafaudage qui définissait des plaines infinies que les gens qui passaient entre ces bâtiments pouvaient voir. Environnement dynamique dans sa perception, alors que les gens, lorsqu'ils se promènent à travers ces tours. Troisième exemple, les piscines Lessa, à l'extérieur de Porto, est utilisée comme piscine publique. C'est une intégration parfaite de l'architecture depuis que César a utilisé les routes romaines, si j'ai bien compris, dit l'interprète, pour la construction de ces piscines. Les architectes ont réussi à atteindre 2 buts incompatibles. Ils ont isolé les piscines du bruit de la ville et à ne pas gâcher la vue de l'océan. Allons de l'avant rapidement. Ribera del Duero par Estudio Bararozzi Vega à Burgos, au bord du centre urbain, et au-dessus du Duero, au-dessus du Douro, en fait. Un plateau à partir duquel on peut établir un dialogue avec le paysage. Près des murs médiévaux, des murailles médiévales. Un monument qui définit la relation entre l'histoire et le lieu, liant le village au paysage l'entourant.
Cela réactive le plaisir d'être dans un endroit entouré de silence, une expérience non reproductible ailleurs. L'atomisation du temps est un résultat d'identité atomisée. Et c'est comme si il y avait une dimension atomisée qui détruit l'expérience de la communauté, de la continuité, causant des violences. Une échappatoire possible de cette fragmentation pourrait être la revitalisation de la vie contemplative et de réapprendre l'art de ne rien faire. La relation entre l'homme et la nature pourrait devenir une occasion essentielle pour arriver à une nouvelle façon d'être et de regarder la nature, un espace de contemplation. Merci de votre attention. Si j'ai bien compris, vous travaillez sur le lien entre la façon dont on réfléchit, l'espace, l'environnement, et la façon dont on se conduit, et l'influence de l'un sur l'autre. Et je pense qu'il est très intéressant, les suggestions que vous avez faites, de revenir à une vie contemplative. Il est vrai que pour moi, nous l'avons quelque peu perdu de nos jours. Ma question porte sur le lien que vous suggérez entre la nature et cette vie ou comportement contemplatif. Parce que je ne suis pas très sûr d'avoir compris. Si votre hypothèse était qu'il faut construire des espaces qui se retourneraient vers la nature, ou des espaces contemplatifs, ou est-ce qu'il s'agissait simplement de contempler la nature? D'une certaine manière, c'est aussi une occasion peut-être de préciser ce que vous comprenez par nature. C'est que c'est une question idiote, parce qu'il est impossible de définir la nature, mais dans les exemples que vous avez donnés, la nature est toujours, dans les photos, quelque chose qu'il y a lieu de contempler. Peut-être que la nature est aussi la raison de la vie elle-même et de la métamorphose ou les éléments, ou que la nature peut être aussi dangereuse, sauvage, et pas aussi systématiquement cohérente avec la contemplation. Il est difficile de contempler les désastres ou les catastrophes qui peuvent résulter de la nature. Nos exemples, nous avons tenté de trouver des exemples urbains qui sont à la limite des centres urbains, comme celui de Barotsi Vega. Donc, c'est des plateformes, des terrasses urbaines qui regardent à l'extérieur, de ce qui est à l'extérieur de la ville, qui est comme une relation que nous avons perdue depuis les cités médiévales. Je pense, il y avait une différence nette entre la ville et les lieux ruraux. Maintenant, nous sommes étendus et notre relation avec l'espace rural est un peu différent, et complètement différent d'ailleurs. Notre sujet était de percevoir les paysages non seulement comme des paysages, mais de trouver les formes du paysage pour comprendre le paysage en tant que monument, quelque chose qui a une forme. Ce n'est pas simplement un arrière-plan, un décor, mais une communauté peut partager les formes des montagnes, la côte, un certain cadre de la mer pour acquérir une sorte de certitude sur les potentiels naturels et une certaine compréhension avant des développements urbains subséquents. Donc que les citoyens de Duero puissent reconnaître ce paysage
comme leur appartenant, leur propre identité, et préserver ce paysage pour pouvoir le contempler. Donc, c'est aussi quelque chose d'actif, ou peut-être de résistance passive à la transformation ou aux transformations. Ah, une question de Martha. Ma question est la suivante. Pensez-vous que ce type de contemplation est aussi disponible dans les environnements urbains? Et la deuxième partie de votre présentation, j'ai pensé que vous alliez soulever l'exemple de Carlo Scarpa, parce que pour moi, c'est un architecte contemplatif. Et c'est ça la question. Et est-ce que la nature est le facteur nécessaire qu'il y a à contempler? Eh bien, dans la présentation, comme nous l'avons dit, nous avons trouvé 4 exemples de terrasses ou de plateformes urbaines. Nous étions intéressés aussi par la relation entre la forme du terrain et la forme de l'architecture. Et que le terrain s'intègre à l'architecture. Bien sûr, nous pensons que Carlo Scarpa a produit une thèse sur la contemplation, mais nous voudrions aussi nous concentrer sur une contemplation commune des lieux où ces expériences qui sont un peu personnelles pourraient être aussi partagées au sein des communautés. Un acte commun de vision et éduquer à l'importance du paysage dans l'acte de regarder. Il est important d'éduquer les communautés à regarder, à considérer le paysage, parce que c'est leur richesse. Je voulais revenir sur cette notion que je trouve très intéressante à porter, qui est celle de contemplation, non seulement parce qu'elle apporte un bol d'oxygène face à la consommation qui peut être asphyxiante et que donc elle ouvre un territoire comme ça, mais aussi me demander si la réémergence de ce désir de contemplation n'est pas liée à notre capacité de destruction, finalement, des environnements et à, comment dire, la conscience de leur fragilité qui finalement viendrait affiner notre regard à ce qui est déjà là et à ce qui est, on pourrait dire, l'horizon terrestre de notre existence, sachant que cet horizon terrestre est en chantier. On parlait d'anthropocène ce matin, qu'on est en responsabilité de cette construction globale. Alors s'insère dans ce chantier global ce souci de la fragilité qui peut-être éveille une sorte de contemplation plus précise. Did you understand the question? Yes, you had the translation. Oui, nous sommes d'accord. Nous avons un terrain de bruit visuel que nous voulons arrêter, et ce pourrait être les bons endroits pour être loin de ces bruits qui viennent de la pub au symbole de la cité, de l'hyperconnexion de la ville. Donc peut-être que ça pourrait être aussi comme un endroit non seulement pour la récréation, mais aussi pour retrouver, récupérer une relation fondamentale avec la nature, peut-être l'artificialisation de nos vies
Les symboles, les images que nous voyons tous les jours pourraient être une zone tampon où on pourrait être éloigné de ces symboles. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je pense que si.